Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette première présentation de l'EDI chez Centro, soit l'état de la situation actuelle chez Centro. Donc, nous sommes très heureuses et heureux de vous présenter cela. Alors, pour commencer, j'aimerais vous dire que l'EDI en ce moment, c'est vraiment un sujet d'actualité. On le voit de plus en plus partout, même dans les séries, on voit qu'il y a de plus en plus de présence de groupes surreprésentés qu'avant. On le voit dans les centres de recherche et tout. Donc, voilà. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous introduire aux trois concepts de l'EDI parce que on en entend parler partout, mais c'est quoi en fait l'EDI? Je vous réfère ici aux trois définitions du FRQNT. Alors, l'équité, c'est un traitement juste visant notamment l'élimination des barrières systémiques qui désavantagent certains groupes. Un traitement équitable n'est pas nécessairement identique pour tous et pour toutes, mais tient compte des différentes réalités présentes ou historiques afin de permettre à toutes les personnes de bénéficier des mêmes opportunités en matière de promotion et de soutien à la recherche. Au niveau de la diversité, on parle de la présence au sein de l'écosystème de la recherche de personnes provenant de différents groupes, ce qui favorise l'expression de points de vue, d'approches et d'expériences variées. Finalement, au niveau de l'inclusion, on parle de la mise en place de pratiques permettant à l'ensemble des membres de la communauté de la recherche d'être et de se sentir valorisés, soutenus et respectés en portant une attention particulière aux groupes sous-représentés. Alors, voilà. Donc, avant de continuer, j'aimerais vous dire que tous les tableaux, les graphiques que vous allez voir passer aujourd'hui dans la présentation se réfèrent à le rapport de la situation actuelle au sein du regroupement stratégique Centro écrit par moi-même, Caroline Bergevin, coordonnatrice de Centro pour le pôle montréalais et aussi pour le comité EDI, et aussi écrit en collaboration avec Françoise Bichaille. Ce rapport-là a été publié en juin dernier sur le site web de Centro et vous pourrez avoir accès au PDF de la présentation suite à la conférence. Donc, il n'y a pas de souci, vous pourrez cliquer sur le lien par la suite pour accéder au rapport. Alors, voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a mis en œuvre une stratégie EDI? Pourquoi on a fait ce rapport-là? Bien, premièrement, ce qui s'est passé, c'est que Centro a mis en branle, si on veut, son premier rapport stratégique, donc son plan stratégique. Et ce plan stratégique-là a été publié sur le site web de Centro dernièrement. L'objectif 8 comportait l'EDI et l'objectif 8 de Centro est de mettre en place des mécanismes visant à augmenter le sentiment d'inclusion et d'équité au sein de toute la communauté Centro et valoriser la diversité au sein du regroupement. Voilà, donc la source est à l'écran, vous pourrez vous référer suite à la présentation avec le PDF ou sinon, vous pouvez toujours aller sur le site web de Centro pour y accéder. Donc, nous, le comité EDI, on s'est dit comment on va faire pour répondre à cet objectif-là? Bien, on s'est dit la première étape, c'est toujours de faire un diagnostic. Donc, on s'est dit on va aller identifier les enjeux de l'EDI que vivent les personnes œuvrant dans le milieu de la recherche sur l'eau au Québec. Et ensuite, notre objectif, c'est d'intégrer ces données-là dans la planification de la stratégie de l'EDI 2021 chez Centro. Donc, pour introduire un peu la recherche, dans quelle étape nous sommes lancés, bien, premièrement, nous avons fait un sondage à l'hiver dernier que nous avons envoyé à tout le bassin des 445 membres de Centro. Et sur les 445 membres, il y en a 87 personnes répondantes qui nous ont envoyé la réponse, ce qui représente 20% du bassin de 445 membres. Donc, c'est quand même un échantillon qui est satisfaisant. On était contente. Ensuite, nous avons analysé les données, soit par deux méthodologies. Premièrement, nous avons fait des tableaux croisés dynamiques, soit 17 tableaux croisés dynamiques avec les questions. Les 22 questions du sondage et nous avons aussi fait une analyse macroscopique des données qualitatives. Puis, toutes ces deux méthodologies-là nous ont apporté à avoir des faits saillants, donc identifier des faits saillants clés
et aussi les enjeux les plus importants de EDI. Je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, dans la présentation, nous sommes vraiment allés avec les faits saillants, mais il y a beaucoup, sur les 17 tableaux, là, nous, on vous en présente environ 5 aujourd'hui, mais il y a beaucoup de tableaux que vous pourrez aller vous référer dans le rapport pour vos projets en EDI ou pour en apprendre davantage. Donc, je vais maintenant passer la parole à Françoise Bichaille, directrice du comité EDI, pour poursuivre la présentation. Okay, merci Caroline. Donc, je reprends là où Caroline vous avait laissé. On va. Les premières questions de notre sondage visaient en fait à faire un portrait des personnes répondantes. Donc, on a demander aux personnes de s'identifier à un rôle dans le milieu académique. Puis on voit qu'on avait à peu près autant de participants qui étaient des étudiants que des professeurs, donc autour de 42% chacun. C'est quand même la majorité de notre bassin de membres qui sont étudiants ou professeurs et les autres personnes répondantes étaient soit des postdocs, des professionnels de recherche ou des employés de centraux. Donc, juste noter que dans notre bassin, où l'on allait piger, là, les membres de Centro, on a quand même 66% de nos membres qui sont des étudiants. Donc, on a une légère sous-représentation des étudiants par rapport à ce qu'on se retrouve dans notre bassin. Mais quand même, on a une bonne représentation des principaux rôles dans notre regroupement. Et puis, puisque c'est un sondage sur l'EDI, on a demandé aux gens de s'identifier à des groupes sous-représentés. Donc, vous voyez, c'est un peu les choix de groupes sous-représentés auxquels vous pouvez s'identifier. Là, je vous souligne un peu, dans le fond, les 25 répondants là, sur 47, donc environ presque le tiers, qui ne s'identifie à aucun groupe sous-représenté. Donc, je vous souligne ce groupe-là parce qu'on va souvent faire une comparaison ensuite entre les membres de groupes sous-représentés et ceux qui ne s'identifient à aucun groupe sous-représenté. Donc, on voit qu'on a un peu plus de 50% de femmes. C'est une légère surreprésentation dans notre regroupement. On est plus autour de 41% de femmes. Et puis, c'est ça, on a touché à peu près à tous les groupes sous-représentés qu'on avait identifiés, sauf on n'avait pas de membres des communautés autochtones, ni personne qui s'est identifié avec un handicap. Et puis, le dernier groupe que vous voyez tout en bas, les jeunes, ça ne faisait pas partie de la liste originale là, des options, mais il y a quelqu'un qui l'a suggéré comme autre groupe sous-représenté parmi les répondants. Et puis, il faut juste dire qu'on avait une autre question là, pour les catégories d'âge aussi. Donc, on avait aussi regardé la répartition des groupes d'âge parmi nos personnes répondantes. On a demandé aux répondants du sondage quelle était l'importance pour eux de créer une stratégie sur l'EDI chez Centro. Et puis, vous voyez là, que avec ce qui est en bleu puis ce qui est en rouge, on avait environ 80% des personnes répondantes qui considéraient que c'était important ou très important de créer une stratégie en EDI. Et puis là, c'est positif. En même temps, on est conscient qu'il y a peut-être un petit biais de sélection parmi les gens qui ont finalement accepté de répondre au sondage. Peut-être que c'est des gens qui accordent un peu plus d'importance à l'EDI par rapport à la moyenne, mais quand même. Et puis, on leur a demandé, donc on a d'autres questions là, pour faire un peu mieux le portrait des personnes répondantes, mais je passe tout de suite à la partie, on les a questionnés sur les enjeux qu'ils vivent en EDI. Donc, on leur a demandé à quel point ils se sentaient inclus dans leur milieu de travail ou leur milieu d'études, donc dans le milieu académique. Et puis, quand on regarde ces premiers résultats, ça semble relativement positif. On a environ 50% des répondants qui se sentent très bien inclus, donc le maximum de notre échelle d'inclusion. Et puis, un autre tiers presque qui se sentait bien inclus. Mais on s'est demandé, nous, un peu dans ce graphique-là, où se situent les membres des groupes sous-représentés. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder un peu plus en détail. Donc, c'est là que Caroline a fait son analyse croisée. Elle a croisé les réponses à cette première question avec l'appartenance à des groupes sous-représentés.
Puis, donc, ça donne un graphique comme celui-là. La question ici, c'était, en fait, c'est ça, oui, le niveau d'inclusion selon l'appartenance ou non à un groupe sous-représenté. Puis en dessous, je vous mets les nombres de répondants pour chacun des groupes. Alors, ce qu'on voit, on voit déjà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même de la diversité à l'intérieur de chacun des groupes. Donc, c'est pas nécessairement un groupe qui est uniforme, là, par exemple, les femmes ou les groupes racisés, ne se perçoivent pas nécessairement les enjeux de la même façon toujours à l'intérieur d'un groupe, mais ici, ce qu'on essaie quand même de faire, c'est de faire ressortir des tendances. Et puis, ce qui est quand même assez frappant, c'est quand on regarde ici, mettons, le groupe contrôle, là, les répondants qui s'identifient à aucun groupe sous-représenté, on voit vraiment une dominance là, de très bien inclus. Ils se sentent très bien inclus dans le milieu académique à 83%. Et puis, les autres se sentent aussi bien inclus. Donc, en fait, ce qu'on a fait pour faire ressortir un peu plus clairement la tendance, on a combiné les courbes bien et très bien inclus, puis les courbes peu inclus, modérément inclus. Et puis, ça nous donne que, finalement, c'est ça, 96% des personnes répondantes qui n'appartiennent à aucun groupe sous-représenté se sentent très bien incluses ou bien incluses. Et on avait 0% qui se sentaient peu inclus dans le milieu académique. Donc, c'est quand même des chiffres très contrastés. Puis, si on regarde parmi les groupes sous-représentés, ceux qui se sentent peu ou modérément inclus, ça tourne plus autour de 22% chez les femmes, c'était 25% dans la communauté LGBTQ2S+, 50% parmi les membres de groupes linguistiques sous-représentés. Donc là, on parle de gens dont la langue maternelle n'est pas le français. Et 64% des membres de groupes racisés qui se sentaient peu ou modérément inclus. Je vais déjà passer à la prochaine diapo. On a ensuite questionné les répondants sur l'impact qu'ils perçoivent, eux, de l'appartenance à un groupe sous-représenté sur un sentiment d'injustice dans leur milieu de travail. Donc, encore ici, on pourrait observer plusieurs choses, mais si on s'attend, par exemple, à la courbe de ceux qui ont répondu non, qui jamais perçoivent un impact de leur appartenance à un groupe sous-représenté sur leur sentiment d'injustice, on constate que ces valeurs-là sont relativement basses. Là, on est dans moins d'un tiers des participants. Alors, tous les autres répondent oui à différents niveaux, rarement, parfois ou souvent, mais quand même répondent oui. Donc, c'est un peu là qu'on peut faire ressortir aussi une autre tendance. Le 93% des personnes répondantes au sondage qui faisaient partie de groupes racisés sous-représentés en particulier perçoivent un impact de cette appartenance à ce groupe sur leur sentiment d'injustice, donc à différents niveaux, mais il y a quand même seulement 7% des membres de ce groupe-là qui avaient répondu non, jamais. Donc, un peu la même chose dans les autres groupes, là, 90% des personnes appartenant à un groupe linguistique sous-représenté, 75% chez la communauté LGBTQ2S+, 72% chez les femmes et 77% pour les groupes culturels qui ressentent un impact de leur appartenance à ce groupe sur un sentiment d'injustice. Ensuite, on les a questionnés sur un sentiment de confiance ou de confort à s'exprimer, encore une fois, en fonction de l'appartenance à un groupe sous-représenté, donc à quel point ça peut influencer leur confort ou leur confiance dans un groupe de travail. Et encore là, on voit que on voit que finalement, il y a une majorité là, des membres des groupes sous-représentés qui perçoivent un impact, là, soit souvent ou parfois, de cette appartenance à un groupe sur leur niveau de confiance ou de confort. Donc, encore une fois, quand on s'attarde à la courbe jamais, elle est relativement basse. C'est toujours environ les 2 tiers ou plus là, qui perçoivent un impact. Et puis ensuite, on a posé des questions à nos répondants sur l'impact de leur responsabilité familiale ou l'impact qu'ils perçoivent de leur responsabilité familiale sur le fait que les pratiques ou les structures institutionnelles là, du milieu académique puissent les avoir déjà désavantagées, encore une fois à différents niveaux, là, rarement, parfois ou souvent. Et
Donc, pour cette question-là, on a distingué les pères et les mères. Et on a aussi fait une distinction entre le contexte de la pandémie de la COVID-19 ou hors contexte de la pandémie, là. Donc, on leur a demandé d'abord de répondre à cette question-là pour leur situation plus générale, là, hors du contexte de la COVID. Et puis ça, c'est le tableau de réponse du côté des femmes. Donc, juste pour vous donner une idée, on avait 14 répondantes mamans là, qui ont répondu à ces questions-là versus 13 pères. Donc, c'est quand même assez comparable là, comme bassin de répondants. Et puis, bon, on a fait des distinctions selon les types de congés de maternité ou la durée des congés de maternité ou de paternité. Et puis, ce qu'on remarque, là, par exemple, chez les mères, en contexte normal, hors pandémie, bon, il y a quand même un pourcentage là, des répondantes qui ont répondu que oui, souvent, ils perçoivent un impact là, des pratiques, des structures institutionnelles en place en milieu académique qui les désavantagent en raison de leur responsabilité familiale. Donc, ici, la ligne du bas, c'est un peu le total, une combinaison là, de tous les types de congés que les répondantes peuvent avoir pris pour la maternité. Et puis, si on compare avec les pères, on voit assez rapidement qu'il n'y a aucun père qui considère qu'ils ont souvent été désavantagés en raison de leur responsabilité familiale hors de la COVID. Donc, encore une fois, là, ici, on a le total, les réponses pour le total des répondants parmi les pères là, qui étaient 13. Puis si je compare avec les données pour les femmes, on voit quand même une tendance assez distincte. Là. Donc, les femmes, elles étaient 36% à avoir répondu qu'il n'y avait jamais d'impact de la responsabilité familiale qui les désavantageait, versus 62% chez les pères. Et puis, donc, c'est ça. Donc, c'est un peu cette tendance-là. Si on regarde de l'inverse, il y a 64% des femmes, des mères là, qui se sentent déjà désavantagées par les pratiques ou structures institutionnelles en place à différents niveaux, comparé à 30% de tous les hommes qui ont répondu à cette question. Et puis, dans le contexte de la COVID-19, là, on a fait exactement la même question, mais on leur a demandé de répondre particulièrement dans le contexte de la COVID. Et on remarque là, ici que chez les femmes, le non jamais a diminué. Là, il y a seulement 14% des femmes là, qui considèrent qu'elles sont jamais désavantagées en raison de leur responsabilité familiale en contexte de la COVID. Puis là, ici, on a des femmes de tout âge là, qui peuvent avoir répondu, peuvent avoir eu leurs enfants à n'importe quelle période. Là. Et puis, si on compare chez les hommes, ce non jamais est resté à 62% là, comme hors du contexte de la COVID. Puis, on n'a toujours aucun homme qui considère qu'il y a souvent un impact. Donc, c'est un peu ça la tendance qu'on a identifiée là, en contexte de la COVID. Seulement 14% des femmes ayant des enfants ne se sont jamais sentis désavantagés par les pratiques ou structures institutionnelles en place en milieu académique en raison de la responsabilité familiale, versus 62% des hommes qui ont des enfants. Et hors pandémie, ce pourcentage était de 36% chez les femmes. Donc, il y avait un peu plus de femmes qui considéraient qu'il n'y avait jamais de désavantages, alors que ce pourcentage n'a pas varié là, pour les hommes entre le contexte de la pandémie ou non. Donc, évidemment, il y a plusieurs façons de regarder toutes ces données statistiques. Là, nous, on vous présente certaines tendances qu'on peut tirer de nos résultats. Mais juste pour dire que cet enjeu-là de la pandémie, il est bien documenté. Là. J'ai fait une recherche dans Google Scholar très rapide. Là. Il y a plein de publications déjà sur ce sujet là, qui ont été publiées depuis 2020, 2021. Donc, nos résultats concordent quand même un peu avec des données qui sont déjà présentes dans la littérature. Donc, moi, j'arrête de partager mon écran. C'est Caroline qui va poursuivre la présentation avec les données qualitatives du sondage. Oui, merci beaucoup, Françoise. Toujours intéressant de voir les données comme ça, aussi bien présentées. Donc, concernant le sondage, oui, il y avait des données qualitatives, soit
ouais, qualitative, mais quantitative dans le sens qu'il y avait des choix de réponses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait 2 questions ouvertes. Donc, la première question ouverte était: si vous aviez à choisir d'aborder un enjeu lié à l'EDI en priorité, lequel cibleriez-vous? Nous vous invitons aussi à justifier pourquoi, si vous le désirez. Alors, nous avons eu 74 réponses pour cette question-là. Donc, autant des réponses courtes de 3 mots, autant des réponses longues que c'était carrément des paragraphes. Alors, on avait beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de diversité d'opinions. Ensuite, nous avons posé une deuxième question qui était: vous êtes-vous déjà senti désavantagé par les structures ou pratiques institutionnelles en place en œuvrant dans le milieu académique? Si oui, vous pouvez vous exprimer ici. Alors ici, nous avions 62 réponses. Donc, ça nous donne un total de 139 réponses qualitatives. Donc, comment on a fait pour faire la fameuse méthode de l'entonnoir là-dedans? Bien, on a fait une analyse macroscopique qu'on appelle. Donc, on a réussi à avoir des données clés. Puis, comment on a fait? C'est qu'en premier, nous avons créé 2 tableaux pour chacune des questions ouvertes, soit le tableau B.2 et B.4. Excusez-moi, j'ai juste un petit souci technique. Ça arrive avec Zoom. Parfait. Bon, parfait. Alors, donc, le tableau B.2 et B.4 qui répondait bien sûr aux questions d'analyse ici. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est que toutes les données qui se ressemblaient, qui partageaient un peu le même point de vue, ben, on les a mis ensemble, puis on a mis le nombre en parenthèse. Donc, on est arrivé à 121 réponses. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est vu qu'on avait un tableau B.2 et un tableau B.4 avec quand même 121 réponses, on a synthétisé, on a créé un autre tableau qui est le tableau 2 dans le rapport, qui synthétisait les 121 réponses. Puis, ce qu'on a fait, là, on a vraiment fait une synthèse d'envergure pour chaque mot, dans le sens qu'on a pris, mettons, les phrases et les paragraphes, puis on les a synthétisés en des phrases d'environ 4 mots ou même un mot. Donc, ça, ce que ça nous a donné, c'est un tableau avec les catégories des tableaux B.2 et B.4. C'est un tableau croisé avec 6 catégories et 8 catégories de mémoire. Donc, voilà. Puis, ça nous donnait encore beaucoup de réponses. Donc, on a dû encore synthétiser, ce qui nous a donné le tableau de résumé, le tableau 1, qui est dans le rapport, qui ressemble à ça ici. Je vous avertis, dans le rapport, il y a aussi les solutions qui sont répertoriées, mais nous, pour l'exercice d'aujourd'hui, nous voulions vous présenter surtout les enjeux. Donc, voilà ce que ça a donné. Alors, on peut voir que les congés parentaux, obligations familiales et conciliation travail-famille, cet enjeu-là a été nommé 23 fois par les personnes découlant des 139 réponses. Ensuite, il s'ensuit de l'accès aux opportunités et aux bourses et les critères de demande de subvention avec 11 mentions. En troisième position, c'est le racisme, la discrimination et le harcèlement qui a été nommé 11 fois. En quatrième position, c'est la barrière linguistique et la difficulté de communication dans les activités qui a été mentionnée 9 fois. Nous continuons en cinquième position avec la problématique de la sous-représentation, soit dans les comités, dans les équipes de travail. Donc, avec 8 interventions, il y a 2 interventions qui ont été faites pour les personnes faisant partie des communautés autochtones, 5 pour les groupes racisés culturels et 1 pour les femmes. Ensuite, en sixième position, nous avions le souci de l'égalité des sexes et des biens conscients par les pairs masculins, qui a été mentionné 8 fois. En avant-dernière position, le surmenage et la pression de performance, cette fois, pour finir avec les conditions de travail en général dans le milieu académique, qui a été mentionné 4 fois. Alors, ici, je veux juste faire un rappel que quand on sondait nos membres, les problématiques n'étaient pas à savoir des liens
vraiment avec le regroupement Centro, c'était plutôt des problématiques que les gens retrouvent dans leur milieu de travail, soit dans les institutions. Alors, voilà. Donc, en conclusion, ce qu'on peut retenir de cette recherche-là, bien, le rapport démontre que le sentiment d'inclusion n'est pas uniforme parmi les membres de Centro dans le milieu académique si l'on compare les sujets faisant partie des groupes surreprésentés et ceux n'en faisant pas partie. On se rappelle du fameux 83% des personnes qui ne faisaient pas partie des groupes surreprésentés qui se sentaient très bien inclus et incluses dans leur milieu de travail, tandis que quand on regardait la moyenne de 32 des groupes surreprésentés, on arrivait à 32% en moyenne des personnes qui se sentaient très bien inclus et incluses. Donc, on a quand même une bonne différence. Ensuite, au niveau des enjeux reliés aux congés parentaux, aux obligations familiales et à la conciliation travail-famille, il y a 23 mentions qui ont été rapportées comme l'enjeu le plus important pour les personnes répondantes. Et finalement, il apparaît essentiel de valoriser une collecte de données qualitatives lorsqu'on souhaite documenter les enjeux EDI. Ça, c'est pas une tendance qui est ressortie, mais c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui dans l'EDI. Avant, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on regardait vraiment le portrait de la diversité dans une région. On se disait, OK, l'organisation, ou peu importe le groupe, doit avoir le même pourcentage de diversité à l'intérieur d'une organisation. Mais maintenant, ça va plus loin que ça, l'EDI. C'est une science de nuances, de zones grises, et c'est très sensible parce que souvent, c'est des sujets qui sont émotifs. Donc, de là, la pertinence d'aller sonder les opinions des groupes surreprésentés, d'aller voir plus loin, soit le sentiment d'inclusion, le sentiment de confort à s'exprimer. Alors, voilà. Donc, les projets à venir chez Centro, bien, vous pouvez voir à l'écran que tout dans le schéma, que les carrés avec des petits crochets bleus sont les activités ou les webinaires ou les livrables que nous avons déjà effectués. Alors, il y a eu un sondage en hiver dernier. Ensuite, il y a le rapport de la situation actuelle EDI qui a été publié. Il y a le webinaire d'aujourd'hui qui vient d'être fait et qui n'est pas fini d'ailleurs. On va avoir une période de questions à la fin. Et nous avons, excusez-moi, eu aussi un atelier de remue-ménage le 7 juin dernier. Ça, c'est intéressant parce que le tableau 1, là, qui est ici, nous leur avons montré aux personnes faisant partie de l'atelier, qui étaient toutes des personnes qui faisaient partie des groupes surreprésentés, ce tableau-là, et nous les avons sondés. C'était vraiment un atelier de remue-ménage pour aller chercher leurs idées pour pallier ces problématiques-là dans les milieux académiques. Donc, comment Centro peut faire pour influencer les milieux académiques pour que ce soit plus inclusif, plus diversifié, plus... Voilà. Donc, maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? Ben, c'est de faire un plan d'action. C'est un plan d'action qui va faire vraiment l'arrimage entre les enjeux et les solutions qui ressortent de l'atelier de remue-ménage, du rapport, mais aussi des solutions qui se font dans d'autres regroupements ou dans la littérature grise. Et ce rapport-là va être publié en septembre 2021. Il va être écrit conjointement par Raymond Cabot, un étudiant membre de Centro et moi-même, et va être appuyé par tout le comité EDI. Ensuite, il va y avoir un code de conduite qui va être publié en octobre 2021 d'environ une page. Ce code de conduite-là va vraiment être un code d'éthique, si on veut, pour avoir une belle ambiance concernant l'EDI chez Centro. Et nous avons l'honneur de vous informer aujourd'hui qu'il va y avoir des belles formations EDI qui vont s'en venir. C'est un partenariat avec le CFSG, soit le Centre de recherche pour les femmes en sciences et génie. Alors, ces formations-là, il va y avoir le colloque du CFSG à l'automne 2021, puis toute la communauté de Centro va y être invitée et aussi Centro et le CRFG va aussi monter des formations exclusives pour le CRFG et Centro en hiver 2022. Donc, restez à l'affût. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette pour rester à l'affût pour pouvoir vous inscrire par la suite à ces événements-là qui s'en viennent. Nous vous invitons aussi à consulter, excusez-moi, le site web de Centro. Le site web de Centro regorge de plein de belles ressources via sa boîte à outils.
Et vous pouvez toujours nous joindre au courriel EDI, soit edi@centro.org pour soit nous partager des témoignages, nous partager des idées intéressantes que vous avez, vous impliquer. On est bien ouvert dans le comité EDI. Donc, c'est maintenant la période de questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat et nous répondrons aux questions. Puis aussi, si jamais vous voulez le faire à l'oral, vous avez juste à lever la main et nous vous désignerons pour parler à l'oral. Donc, je vois personne qui est à l'oral. Je vois des questions dans le chat. Donc, je vois Peter qui nous... Salut Peter! Il pose la question « Sentiment d'injustice pour les groupes qui s'identifient avec aucun groupe surreprésenté? » Oui, bon point. En fait, oui. Ce qui est arrivé, c'est que quand on a fait le sondage, nous avons seulement posé la question concernant l'inclusion à tout le monde. Puis ensuite, nous avons les 3 questions là, concernant le sentiment justement d'injustice qui en faisait partie. Ce sentiment-là, il n'a pas été sondé. Cette question-là n'a pas été posée au niveau du sentiment d'injustice pour les groupes qui ne faisaient pas partie, pour les personnes qui ne faisaient pas partie des groupes surreprésentés. Donc, on ne pouvait pas faire la comparaison. Mais je peux peut-être juste compléter. Oui, c'est ça. Dans le fond, la question était posée. La façon que la question était posée, c'était on demandait. Alors, les gens s'identifiaient à un groupe ou un ou plusieurs groupes sous-représentés. Puis ensuite, on leur demandait si vous vous êtes identifié à un groupe sous-représenté, quel impact ressentez-vous de cette appartenance à un groupe sous-représenté sur, par exemple, le sentiment d'injustice? Donc, en posant la question de cette façon-là, c'est vrai que ça laissait pas la possibilité aux gens qui sont identifiés à aucun groupe sous-représenté de parler de sentiment d'injustice. Mais ils avaient répondu un peu plus tôt à leur degré d'inclusion. Peut-être que la question aurait pu être posée différemment. Mais ensuite, dans le fond, dans les questions ouvertes que Caroline nous a présentées, la question était ouverte à tous. Donc, alors là, on a eu des gens qui s'identifiaient à aucun groupe surreprésenté qui répondaient de façon libre, là, les enjeux prioritaires qui pouvaient concerner des membres de aucun groupe surreprésenté. Parfait. Ensuite, Dominique Claveau, je vois que tu as un commentaire. Le point de Peter est ressorti dans l'atelier du 7 juin. Il ne faudrait pas que l'EDI oppose les groupes l'un avec l'autre. Effectivement, le but, c'est pas d'opposer les groupes les uns avec l'autre. Est-ce que, Dominique, tu voulais peut-être t'exprimer à l'oral? Ben oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ben, on avait parlé en toute fin d'atelier, puis on s'est demandé, les gens qui sont dans aucun groupe, là, ils se sentent peut-être attaqués là, dans toutes ces histoires-là. Puis on s'était demandé comment est-ce qu'on peut les intégrer les gens qui sont dans aucun groupe le plus possible là, dans ces démarches-là pour éviter que ça devienne une guerre de clans. Là. Oui, ben, c'est un bon point. Puis justement, qu'est-ce qui est, si je peux te rassurer ceux et celles qui pensent la même chose, en fait, dans notre plan d'action EDI, oui, il y a les solutions proposées à l'atelier, mais on va aussi s'inspirer des solutions proposées lors du sondage, parce que les répondants ont aussi proposé des solutions, puis il y en avait beaucoup là-dedans qui ne faisaient pas partie des groupes surreprésentés. Donc, ces solutions-là vont être prises en compte, puis on s'inspire aussi de ce qui est fait ailleurs. Alors, on est quand même inclusif à ce niveau-là. Puis je dirais que, tu sais, dans notre recrutement du comité EDI, on invite on a invité de façon non sélective là, les gens à s'impliquer dans le comité. Par contre, dans ma courte expérience là, sur ce comité, tu sais, ce que j'observe, c'est que plus naturellement, peut-être, les membres d'un groupe sous-représenté vont être peut-être plus portés à s'engager dans des actions ou dans les discussions sur ces enjeux-là. Donc, c'est vrai qu'on se pose un peu la question comment on peut faire pour que, justement, les solutions ne reposent pas seulement, justement, sur les membres des groupes surreprésentés et qu'il n'y ait pas non plus une opposition entre membres d'un groupe surreprésenté ou non. Donc, c'est vrai que
il y a une question d'inclusion là, dans ce processus-là même là, qu'on a soulevé aussi. Bien, merci Dominique pour ton intervention, c'était super intéressant. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions à l'oral ou dans le chat? Allez-y, on a le temps, on a jusqu'à 13 heures. J'en vois pas. Je vais laisser encore une petite minute si jamais. Ah! Oui, en fait, oui, je voulais vous dire aussi que dans le rapport de la situation actuelle, vous allez pouvoir voir en annexe toutes les questions du sondage qui ont été posées, qui sont publiées sur le rapport, sur le site web de Centro. Oui, ben, en effet, là, on n'a pas présenté non plus les réponses à toutes les questions qui ont été posées. Il y avait une vingtaine de questions, 21 questions au total, dont 2 questions ouvertes. Là. J'aurais peut-être une question. Là. Le sondage, les questions que vous avez posées dans le sondage, comment ils ont été définies et comment vous les avez choisies, ces questions-là? En fait, on s'est inspiré des sondages qui existaient déjà. Puis ensuite, le sondage a été vérifié par tout le comité EDI au complet, plus les conseillères de l'Université Laval. C'est ça aussi, je voulais dire à la fin, mais je vais le dire tout de suite. Je voulais remercier grandement les conseillères de l'Université Laval. À chaque étape, une ou l'autre nous ont accompagnés dans les réponses pour valider que tout était fait sur vraiment en fonction de la science de l'EDI. Donc, oui, ben c'est ça, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis professeure en génie civil. On se proclame pas expert de l'EDI là, au démarrage de ce processus-là. Donc, c'est sûr qu'on a sondé plusieurs fois, en fait, les conseillères en EDI de l'Université Laval là, pour justement pour nous guider là, dans ce processus, pour savoir poser les bonnes questions, est-ce qu'on les pose de la bonne façon. Donc oui, on s'est pas lancé là-dedans sans appui de gens très, très qualifiés. Puis le but, je pense que aussi que ce qui fait que on a beaucoup de réponses qualitatives, c'est qu'on est vraiment allé vers les sentiments, comment les gens se sentaient. Donc, c'était ça un peu les objectifs, le sentiment d'inclusion, le sentiment d'inconfort, pour vraiment aller ressortir les tendances. Donc, ne vous gênez pas s'il y en a d'autres qui ont des commentaires, qui veulent ouvrir des discussions, allez-y. Des questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. Alors, ben, je voulais vous remercier toutes et tous pour votre présence aujourd'hui de la part du comité EDI de Centro, soit Françoise Bichet, Dominique Frigon, Rémi Dagrir, Peter Van Relegem, Raja Kamoun, Flavia Visantin, Raymond Cabot, Janie Massé-Dufresne et moi-même. On vous remercie beaucoup. Merci Dominique pour tes interventions à l'oral. Donc voilà. Puis, on se revoit lors d'une prochaine conférence EDI, puis on pourra probablement se revoir lors des formations EDI. Restez à l'affût avec notre infolette, il y a bien des activités qui s'en viennent. Donc, je souhaite une belle journée, puis des bonnes vacances. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci.